1. Le journal de 6 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Un ex-président des États-Unis inculpé pour avoir comploté contre son propre pays. C'est l'accusation qui pèse depuis quelques heures sur Donald Trump. Décision d'un grand jury de Washington. Elle fait écho à ces pressions qu'aurait exercées l'ancien président américain pour faire changer le résultat de l'élection présidentielle de 2021. Aviv Vafrid, des pressions qui font aussi écho à l'assaut du Capitole. Oui, 4 chefs d'inculpation pèsent sur Donald Trump, parmi lesquels celui de complot à l'encontre de l'État américain et celui d'entrave à une procédure officielle. On lui reproche d'avoir menti en prétendant qu'il avait vraiment remporté l'élection. L'ancien président savait pertinemment qu'il mentait, mais il a tout fait pour jeter le doute sur les résultats de la présidentielle et les faire annuler, avec des conséquences très graves, comme l'a expliqué le procureur spécial Jack Smith. L'attaque du Capitole était un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine. Elle a été incitée par des mensonges de l'accusé, visant à faire obstruction à un fondement du gouvernement américain. L'acte d'accusation détaille notamment comment Donald Trump a fait pression en vain sur son vice-président pour qu'il change le résultat de l'élection, en lui reprochant même d'être trop honnête. À l'annonce de l'inculpation, l'équipe de Donald Trump a crié à une machination politique digne de l'Allemagne nazie. Les ténors du Parti républicain, eux, continuent de le défendre bec et ongle, car Donald Trump est plus que jamais le favori pour décrocher la nomination de son parti. Ces 2 précédentes inculpations lui avaient d'ailleurs permis de grimper dans les sondages. Aviv Vafrid, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Donald Trump qui sera présenté à une juge demain. Les États-Unis dévalués par ailleurs. L'agence financière Fitch a fait baisser d'un cran sa note d'un triple A à un double A+. La Maison-Blanche désapprouve officiellement. Elle évoque une décision qui va à l'encontre de la réalité. Ils sont 262 les premiers Français évacués du Niger cette nuit. Qui ont atterri cette nuit à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une semaine après le putsch militaire dans le pays, après aussi des manifestations anti-françaises devant l'ambassade à Niamey. Depuis hier, Paris évacue ses quelques 600 ressortissants voulant rentrer en France, tous contraints de tout quitter dans la précipitation. Mais une évacuation comme celle-là, comment ça se passe ? Le général Chauvency nous l'expliquait hier dans Europe 1 Soir, présenté par Wilfried de Villers. D'abord, il y a une évaluation de situation. Une fois que l'évaluation de situation est faite, il y a aussi une projection finalement de sécurité. La mission première de ce type d'opération, c'est d'assurer la sécurité de tous les ressortissants français. Donc, les forces déployées françaises se mettent sur le terrain. Un certain nombre d'organisations sont mises en place, notamment des points de regroupement. C'est normalement organisé par l'ambassade, mais bien avant, vous avez des plans d'urgence dans toutes les ambassades pour ce genre de situation, avec des niveaux d'alerte, avec des référents qui sont très souvent d'ailleurs des expatriés, qui vont dire à tel moment, voilà tel problème, avec toutes les personnes qu'elles connaissent. Toutes les adresses, normalement, si chacun fait bien son travail, Et s'enregistre à à l'ambassade. Et après, il suffit d'abord de prévenir, c'est ce qui a été fait d'ailleurs par l'ambassade il y a 2 jours, de prévenir effectivement qu'il y avait d'abord un risque, ensuite une évacuation. Après, les forces militaires peuvent éventuellement, dans certains cas, aller chercher les ressortissants qui le demanderaient s'ils étaient en danger. Et après l'avion atterri cette nuit, un autre est attendu dans la matinée, avant 2 autres dans le courant de la journée. Et puis sur cette situation tendue au Niger, je vous rappelle également que les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent dès aujourd'hui et pour 3 jours. À l'étranger, une attaque de drones explosifs russes a endommagé des infrastructures portuaires et provoqué des incendies dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Hier, c'est la capitale russe, Moscou, qui avait été visée par une attaque du même type. Et puis en Chine, la capitale chinoise, Pékin, frappée par des inondations meurtrières, a connu ces derniers jours des précipitations les plus importantes depuis au moins 140 ans, annonce des services météorologiques du pays. Au moins 11 personnes sont mortes dans la capitale chinoise depuis le début des intempéries. Europe 1, 6h04. En France, des vents violents se dirigent vers les côtes bretonnes ce matin. Jusqu'à 110 km/h de vent, des rafales que l'on va ressentir jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Une tempête inhabituelle pour la saison estivale, rappelle Patrick Malière, directeur du bureau d'expertise Agathe Météo. Là, on a eu début juillet ce dôme de chaleur qui s'est installé sur le bassin méditerranéen, qui a ramené donc une chaleur suffocante. Ce dôme de chaleur, d'habitude, gagne l'Europe de l'Ouest, remonte quasiment jusqu'aux îles
britannique. En 2022, il a fait presque 40 degrés à Londres. Et là, on est dans une situation où, effectivement, l'anticyclone n'a pas pu grimper beaucoup plus au nord. Et ce sont la circulation des dépressions qui l'ont emporté dans ce combat de l'atmosphère. Et donc, cette circulation amène successivement des perturbations assez classiques d'un automne sur le nord de la France et pas vraiment d'une situation estivale, avec ces 2 coups de vent attendus, celui de cette journée de mercredi et l'autre pour la journée de samedi. Et donc, soyez très vigilants avec cette tempête Patricia. Je vous signale d'ailleurs que 4 départements sont en vigilance orange, vague et submersion. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Manche. Les sorties en mer sont donc évidemment fortement déconseillées. On vous l'annonçait pour lundi soir minuit, puis c'était pour cette nuit et finalement le ministère de l'économie a annoncé repousser jusqu'au 10 août la date limite de déclaration des biens immobiliers aux impôts. Un délai, je cite, pour permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine. La plateforme en ligne a une nouvelle fois été saturée hier à cause de l'afflux de déclarations. Jusqu'au nouveau report, on verra bien. Mais on reste dans vos papiers avec cette information Europe 1 qu'Europe 1 vous révèle ce matin. La taxe foncière, elle est en constante augmentation. 105 € en moyenne en 2021. C'était 111 € en 2022. Cet impôt n'en finit pas de s'envoler selon une étude de meilleurtaux.com. Pour les propriétaires, il s'ajoute souvent en plus de leur crédit immobilier. Et Hugues de Tournemire, selon les villes, cette taxe peut même représenter plusieurs mensualités de ce crédit. Oui, jusqu'à 2 mensualités supplémentaires, selon l'étude Meilleur Taux qu'Europe 1 a pu consulter en exclusivité. C'est par exemple le cas à Saint-Étienne ou à Nîmes, qui est en tête du classement, comme l'explique Maëlle Bernier, directrice de la communication chez Meilleur Taux. Nîmes, pour acheter 70 mètres carrés, vous allez rembourser autour de 850 € par mois, mais la taxe foncière est équivalente à un peu plus de 1600 €. Donc ça veut dire qu'en plus, tous les mois, vous allez payer 140 €. Une tendance se dégage de l'étude dans la plupart de ces 20 plus grandes villes de France. Plus le prix de l'immobilier est haut, plus la taxe foncière est basse. C'est notamment le cas dans les grandes métropoles comme Paris. Pour acheter ce même 70 mètres carrés, il va falloir débourser 4500 € de crédit tous les mois, mais la taxe foncière n'est finalement que de 770 € à l'année. Une maigre consolation pour les acheteurs parisiens qui, comme partout sur le territoire, ont vu cette taxe augmenter cette année, ce qui devrait continuer en 2023. Hugues de Tournemire pour Europe 1. Dans l'actualité également, le gendarme qui a tué lundi un sexagénaire armé d'un sabre a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. Il avait fait usage de son arme lors d'une intervention pour une querelle de voisinage dans le Pas-de-Calais. Il a eu une réponse graduée selon les mots du procureur. 2 enquêtes sont toujours ouvertes pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique d'un côté, violence volontaire ayant entraîné la mort de l'autre. Europe 1, 6h08, la suite de votre journal. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Longtemps attendu par les pédiatres et les parents, un premier traitement préventif contre la bronchiolite des nourrissons a obtenu le feu vert de la Haute Autorité de Santé. Cet hiver, l'épidémie de bronchiolite avait participé à l'engorgement des services d'urgence. Ce vaccin pourra être administré dès le mois de septembre aux bébés de moins de 1 an et sans frais pour les familles. L'autorisation européenne de mise sur le marché datait, elle, d'il y a 1 an. Yasmina Katou, qu'est-ce que ce vaccin et qui est concerné? Comment cela va fonctionner? Eh bien, cela prend la forme d'un vaccin, mais en réalité, il s'agit d'un traitement par anticorps monoclonal. Cela veut dire qu'au lieu d'administrer un virus inactivé pour que le corps fabrique des anticorps, le sérum apporte directement les anticorps nécessaires au bébé pour se protéger. Tous les enfants de moins d'1 an qui vivront leur premier hiver cette année seront concernés. Il s'agira donc d'une piqûre par dose unique. Elle sera faite dans la cuisse et le bébé sera protégé très rapidement contre la bronchiolite. Pour ce traitement entièrement remboursé, vous pourrez vous adresser à votre pédiatre ou à la maternité si le bébé naît en pleine épidémie durant l'hiver. D'après les résultats des essais cliniques, le médicament permet dans 83% des cas d'éviter une hospitalisation. De quoi soulager les hôpitaux, puisque l'année dernière, la bronchiolite avait engorgé les services pédiatriques. Près de 75 000 passages aux urgences ont été enregistrés. 26 000 enfants de moins de 2 ans avaient dû être hospitalisés. Les explications de Yasmina Katou pour Europe 1. On en vient maintenant à votre série de l'été sur Europe 1. Cette semaine, le Tour de France des musées insolites et celui du jour à aller dans l'ombre. Oui, le musée des vampires qui ne se visite que si vous montrez patte blanche à son propriétaire. Jacques Sirgent, un historien passionné par ces créatures fantastiques. Toute la panoplie pour repousser les vampires est réunie dans ce lieu au cœur de Paris. Encore faut-il
Le trouver, le reportage de Marie Jiquel pour Europe 1. Bon, alors là, Jacques, on est dans un lieu secret. Un lieu secret, oui. Donc j'indique le quartier, le 12e arrondissement, mais je ne donne pas l'adresse. C'est un musée invisible en quelque sorte. Je m'appelle Jacques Sirgeant. On peut vous présenter comme vampirologue ? Oui, ça comprend aussi l'histoire des sorcières. Que vous y croyez, Jacques, aux vampires ? Non, je m'intéresse plus à ceux qui croient aux vampires qu'aux vampires eux-mêmes. Là, vous avez un kit anti-vampire, fin 19e siècle, quoi. Un kit anti-vampire. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit ? La terre d'origine du cimetière, il faut garder un peu de terre. Donc une seringue pour injecter l'eau bénite. Voilà. L'ail. Ça, c'est l'ail récent, oui. Et derrière nous, la vitrine du musée, le Schtroumpf vampire. Le folklore. Il est rare, le Schtroumpf vampire ? Paraît-il, celui qui me l'a offert m'a dit oui. Des bonbons vampires, chewing-gum vampire. Vous en mangez ? Non, non, c'est mauvais pour les dents, mais c'est très décoratif. Et on a l'impression quand même qu'il y a un petit courant d'air qui fait que la porte bouge. C'est une porte très ancienne, donc voilà, ça fait des bruits bizarres, ça ajoute à l'ambiance. Voilà. Quel est le bruit du vampire ? Généralement, c'est le bruit du cercueil qui s'ouvre. Comme une porte qui grince en quelque sorte, donc voilà. Moi j'entends quand même beaucoup la porte qui grince. En 2006, quand j'ai ouvert le musée, j'ai eu des visites de la police, j'ai eu des visites de services secrets étrangers qui ont cru que j'étais un centre néo-nazi, parce qu'en gros, il y avait des rituels vampiriques chez les SS. Là, vous avez un piège à loup-garou, fin 19e siècle. J'ai failli me prendre le pied dedans, d'ailleurs, puis je l'ai posé par terre un jour, donc j'ai cassé le ressort. Comment on sort du musée ? Il y a un livre d'or ? Tiens, oui, que j'avais oublié. Je suis plus la même personne, Jacques. C'est bien ou mal, ça ? C'est bien. C'est bien. Le reportage de Marie Jiquel pour Europe 1. Alors moi je connaissais l'ail, le pieu dans le cœur, mais le chewing-gum, ça j'ai jamais entendu. C'est une découverte. Merci Marie Jiquel d'ailleurs pour cette information. Merci Victor Pourchet.